Bonjour à tous, nous sommes le 29 mars, c'est le nouvel épisode du fil d'actualité de Fréquence Populaire. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis pour ceux qui en ont la possibilité, vous avez juste sous cette vidéo un lien qui vous permettra de nous faire un don pour continuer à faire ce que nous faisons. Dans le fil d'actualité d'aujourd'hui, nous aborderons plusieurs questions. D'abord, la réforme de l'assurance chômage. Nous discuterons aussi de la guerre en Ukraine, mais sous l'angle des dépenses consenties par le président de la République avec l'accord de coopération entre l'Ukraine et la France dans un contexte de contraintes budgétaires fortes dans notre pays. Nous aborderons le problème du CETA, le traité de libre-échange que nos sénateurs ont récusé, et le gouvernement s'entêtant à le mettre en œuvre, malgré la catastrophe que cela représente pour nos agriculteurs. On parlera des événements à Marseille et de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Bien sûr, du problème comparable à celui vécu par Samuel Paty, enfin avant d'être décapité au lycée Maurice Ravel de Paris. Et puis enfin, nous parlerons de l'avantage et l'avancée du nucléaire russe au niveau mondial par rapport au nucléaire français, position qui aurait dû être la nôtre sans l'impéritie de ceux qui nous ont gouvernés jusqu'ici. Notre gouvernement, dirigé par Gabriel Attal, et notre président Emmanuel Macron ont eu pour la 5e fois la même idée, réformer l'assurance chômage, c'est-à-dire s'attaquer aux chômeurs plutôt que tenter de résoudre la crise du chômage et du travail précaire qui touche les Français. Selon la même logique qui est la leur, de considérer que le chômage n'est pas le produit d'une situation dégradée de l'économie, de l'industrie de notre pays, mais que c'est quelque chose qui est dû aux chômeurs, qui seraient des gros fainéants qui ne veulent pas traverser la rue et qui ne prennent pas la peine d'aider un peu les premiers de cordée à grimper la montagne. La méthode est éculée, c'est la culpabilisation des chômeurs, et la réforme que veut mettre en place le gouvernement va nous conduire à une situation à l'anglo-saxonne où il faudra accepter n'importe quelle offre à n'importe quel endroit. Vous êtes plombier, vous êtes au chômage à Dunkerque, allez, on a besoin d'un maçon à Marseille. Vous refusez ? Radier des effectifs. Vous rigolez ? Non, ça existe dans certains pays, ça a existé en Grande-Bretagne. C'était la manière idéale pour améliorer les chiffres du chômage. La réalité, c'est que tout ce que cela produit, c'est de la précarisation des travailleurs, et la précarisation des salariés en France est en voie d'accélération. Elle était déjà très très forte, c'est-à-dire à plus d'un ouvrier, un salarié sur 4 dans notre pays, et son développement est malheureusement exponentiel. Alors, il y a plusieurs problèmes à cela, car bien évidemment, cette réforme de l'assurance chômage ne vise pas un retour à l'emploi. Son objectif est de faire des économies, et de faire des économies sur le dos de ceux qui ont déjà cotisé, car pour avoir un chômage, il faut avoir travaillé. Et ce n'est pas quelque chose qui est donné par l'État. On cotise. C'est-à-dire que c'est un salaire différé, c'est une sorte d'assurance. C'est une assurance, justement, en cas de crise et de problème. Donc, en tant que salarié, on cotise à l'assurance chômage et notre employeur cotise à l'assurance chômage. Or, là, le gouvernement coupe dans quelque chose qui est de droit pour les chômeurs. Si on faisait un parallèle, imaginons que vous ayez une assurance voiture à 100% et que votre assureur vous dise en fait vous allez continuer à payer 100% mais ça sera remboursé au tiers en cas de problème de vol, d'incendie, que sais-je. Évidemment, on trouverait ça inadmissible, et c'est parfaitement inadmissible, d'autant plus que nous entrons dans une période de récession. L'Allemagne est en récession, la Grande-Bretagne est en récession, une bonne partie de l'Europe est en récession. Nous, on fait un peu semblant de ne pas y être, mais on l'est déjà. Plus de 400 entreprises ferment tous les mois dans notre pays. Donc cela produit des chômeurs, des gens qui étaient en train de travailler, qui voulaient travailler, pas des fainéants. Et cette crise
dans laquelle nous sommes est très très largement due à ce gouvernement, aux politiques qu'ils défendent, c'est-à-dire aux politiques néolibérales. Alors ce ne sont pas les seuls, mais ils continuent à les implanter, ça fait la désindustrialisation, ce sont les tenants du libre-échange, de la mondialisation, nous en payons les conséquences. Les chômeurs ne sont pas produits par eux-mêmes, ils sont produits par ces politiques néolibérales catastrophiques qui ont sabordé les économies de nos pays. Faut-il rappeler que Emmanuel Macron a rajouté plus de 1000 milliards à la dette de notre pays. Est-ce que c'est cela, un Mozart de la finance, comme on l'a qualifié? Et puis le souci, c'est que, visiblement, ils ont décidé de s'attaquer à la fraude au chômage, qu'il ne faut pas nier. Il y en a, mais la plupart des chômeurs, ce ne sont pas des fraudeurs. Il y en a, mais par contre, s'intéresser à la fraude de ceux qui ont créé des entreprises pendant la période de la Covid ou juste avant, qui ont profité d'aides indues, non, il n'y a pas trop de contrôle. Ne parlons pas des 174 milliards, des plus de 174 milliards d'aides annuelles aux entreprises, la plupart d'entre elles étant sans contrôle et parfois finissant dans des comptes d'entreprises qui sont à l'étranger et même pas en France. Là non plus, visiblement, le très très sérieux Bruno Le Maire ne semble pas vouloir là faire des économies qui pourtant nous permettraient de sortir la tête de l'eau. De toute façon, cette attaque contre l'assurance chômage n'est qu'un des volets de l'attaque généralisée contre les dépenses sociales, car ils n'ont que cette vieille idée en tête qui est à la base de toute la pensée économique d'Emmanuel Macron qu'il a depuis le premier jour où il s'est assis dans le fauteuil présidentiel à l'Élysée. L'un des premiers qu'il a reçus à l'Élysée, justement, c'est un certain Larry Fink, patron de BlackRock, qui a insisté pour que la France fasse des réformes sur l'assurance maladie, qui a insisté pour que la France fasse des réformes sur les retraites, parce que cette immense multinationale prédatrice au niveau mondial lorgne sur l'immense trésor que représentent les retraites et les dépenses sociales en France. L'hôpital public, également, qui est sabordé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, est un exemple de ces attaques qui sont faites sous couvert de crise contre toutes les dépenses sociales. Car le programme d'Emmanuel Macron, c'est la destruction des acquis du Conseil national de la résistance. C'est détruire ce qui fait un des socles de notre République. Un exemple, la franchise santé, c'est-à-dire la franchise sur les médicaments. Monsieur Bruno Le Maire, l'air empli de lui-même, explique à la télévision que, quand même, vous pouvez payer un petit euro par boîte de médicaments. Oui, un petit euro, alors ça dépend qui doit payer le petit euro. Si ce sont ceux qui déjà se serrent la ceinture au 15 du mois ou au 10 du mois, 1 euro, c'est 1 euro. Et puis si vous avez des maladies qui font que vous êtes lourdement touché, vous avez beaucoup de boîtes de médicaments. Et à la fin, ça fait une certaine facture quand on n'a pas de gros salaire. Le gouvernement se pose déjà la question, dans des débats factices à l'Assemblée nationale, sur la manière de rembourser à 100% ou pas à 100% les maladies longues, celles qui pèsent le plus sur la collectivité. Vous imaginez ? La plupart des gens qui ont des maladies longues ne peuvent pas se les payer par eux-mêmes. C'est bien pour ça qu'aux États-Unis, plus de 100 millions de citoyens américains sur 330 millions n'ont qu'un accès très très faible ou très dégradé à la santé et ne peuvent sûrement pas se payer la médecine pour des maladies très lourdes, très longues et très contraignantes. Sachant que les gens qui ont une maladie longue, qui donc consomment souvent beaucoup de médicaments et de soins, ont une vie dégradée et ont un rapport au travail dégradé. Souvent, ils n'ont pas le même revenu qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas malades. Parfois même, ils sont obligés de ne plus travailler. Ils sont déjà dans des conditions difficiles. Donc, les faire payer de manière supplémentaire dans ces conditions-là, ne fait qu'aggraver leur situation, peut les mener à la dépression, ou peut les mener, encore une fois, en reprenant l'exemple des États-Unis, à ne pas se soigner, ou à se soigner à moitié, ou aux 3/4, ou à arrêter un traitement en se disant « ça va déjà mieux, je vais arrêter, je vais reprendre le travail dans des mauvaises conditions ». Résultat, une plus mauvaise santé générale, une augmentation de taux de mortalité, une augmentation
du nombre de personnes vivant en mauvaise santé, et tout cela a toujours des conséquences macroéconomiques pour l'ensemble de la société. C'est parfaitement absurde, et c'est faire des économies de bout de chandelle sur le dos des Français pour redonner le bébé à une multinationale financiarisée. Ils disent également que ce qu'ils souhaitent, c'est faire les conditions du plein emploi. Encore une fois, cela suppose que le chômage existe parce qu'il y a des chômeurs. C'est une formulation tout à fait étonnante. Mais ce plein emploi, eh bien, on peut faire à peu près le même parallèle que celui des sans-abri ou des sans-domicile fixe que Emmanuel Macron souhaitait voir disparaître. Mais les sans-abri depuis 2017, il y en a toujours autant, sinon plus. Quant aux sans domicile fixe, selon la Fondation Abbé Pierre, ils ont doublé. Alors si c'est le plein emploi que nous promet Emmanuel Macron, on peut s'attendre à ce que dans 2-3 ans, nous ayons un doublement du nombre de chômeurs réels, ce qui serait une catastrophe pour notre pays. Et puis comment est-ce qu'on peut supporter cette attitude alors que Emmanuel Macron, directement, et ses divers gouvernements, sont responsables de licenciements en masse chez Alstom, chez Technip, chez Alcatel, dans toute une série d'entreprises fleurons françaises, ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui ont été perdus par leur incapacité à gouverner correctement ce pays. Et ils veulent le faire peser maintenant sur le dos des salariés. C'est insupportable, surtout quand on pense que celui qui met en œuvre cette politique, c'est Gabriel Attal, qui est né dans une famille extrêmement aisée, qui n'a jamais travaillé, jamais travaillé, il ne sait pas ce que c'est. Il a été placé comme assistant parlementaire par sa maman, qui l'a aidé à obtenir son diplôme de Sciences Po, parce qu'il n'arrivait pas à finir lui-même Sciences Po, vous imaginez. Il est Premier ministre, et après il s'est retrouvé au cabinet de Madame Marisol Touraine, au ministère de la Santé, sous un gouvernement, un président dit socialiste, François Hollande. Il avait rencontré Olivier Véran d'ailleurs à ce moment-là, ainsi que Monsieur Salomon, je sais pas, il a disparu, ou alors il est toujours à son poste. Eh bien, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais su ce que c'était la difficulté, et il se permet de pérorer comme un petit marquis sur ceux qui frauderaient l'assurance chômage qu'ils ont payée avec leurs cotisations. Cette situation sociale dégradée et en aggravation rend très peu compréhensible par les Français le choix d'Emmanuel Macron de signer l'accord de coopération militaire avec Kiev, dont nous avons déjà parlé longuement, mais qui implique le versement pour l'année 2024 de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. On ne sait pas très bien quels intérêts stratégiques profonds cela sert pour notre pays, mais dans un contexte d'augmentation catastrophique de la dette du pays, qui a dépassé les 3100 milliards, dans un contexte où les intérêts de la dette sont devenus le premier budget de notre pays, c'est-à-dire ce qu'on paye à ceux qui ont prêté à la France, c'est plus de 50 milliards par an, dans un contexte où le gouvernement annonce que parce qu'il a en réalité très très mal préparé son budget, et disons-le franchement, menti sur les chiffres supposés de la croissance et sur la situation économique globale, lorsqu'il a fait le précédent budget passer au forceps du 49.3, eh bien, ce gouvernement se doit de faire une première coupe dans les dépenses de l'État de 10 milliards, et puis une autre de 20 milliards, qui est déjà annoncé. Encore une fois, ce sera d'abord dans le social, donc sur le dos de tous les Français et au détriment des intérêts des Français et de leur santé et de leur bien-être. Et là-dessus, il faut encore trouver 3 milliards. Eh bien, sur le terrain, en France, de plus en plus de Français posent cette question que j'ai pu entendre quand nous sommes allés au Salon de l'Agriculture, qui a été un moment très 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 douloureux pour Emmanuel Macron, et dont on peut supposer que les rodomontades bellicistes et le costume de chef de guerre qu'il s'est mis sur les épaules servait d'abord à couvrir ces problèmes de politique intérieure, et en particulier la catastrophe qu'a été pour le gouvernement et Emmanuel Macron, la crise des agriculteurs. Eh bien, quand nous étions au Salon de l'Agriculture, que disaient la plupart des agriculteurs, Emmanuel Macron? Mais pourquoi laissez-vous entrer les poulets ukrainiens? Encore une fois, poulets ukrainiens qui sont à la main d'un seul oligarque ukrainien, qui font que
nos agriculteurs qui font de la volaille se retrouvent dans une situation intenable. Pourquoi importer des céréales ukrainiennes ? Tous les agriculteurs d'Europe résistent. Et ils disent, mais on a besoin d'aide, nous, et vous allez donner 3 milliards à l'Ukraine. Quel sens ça a ? Eh bien, c'est la question que posent de plus en plus de Français à leurs représentants, et en particulier aux députés macronistes qui ne savent pas toujours quoi répondre. La réalité de cette situation économique dégradée, c'est que le budget actuel de l'État et tout ce que prévoit de faire le gouvernement, en particulier de donner ces 3 milliards d'euros à l'Ukraine, eh bien, ça rentre pas dans le budget. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative, PLFR. Et les PLFR, les projets de loi rectificative des finances, eh ben, en général, c'est quelque chose qui passe très, très, très mal auprès de la population. Ça passe très, très, très mal, évidemment, auprès des députés. Et ils ne le feront pas maintenant, ils le feront à l'été. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut qu'ils laissent passer les élections européennes du 9 juin. Donc, en plus d'être une très, très mauvaise gestion des comptes publics et une catastrophe au niveau géopolitique, c'est un déni de démocratie sur le dos des Français. Et de toute façon, cette loi rectificative ne pourra passer que par un 49.3. Elle n'a aucune chance de passer autrement. Et il y aura, à cette occasion, bien évidemment, une motion de censure. Et on espère qu'enfin, dépassant leur rivalité idéologique, les députés français, qu'ils soient du RN, de la France Insoumise, de la gauche ou de la droite, qui soi-disant veulent faire tomber ce gouvernement, eh bien le fassent réellement. Car sinon, nous pourrons leur en tenir rigueur. Donc, conséquence de tout cela, c'est l'austérité, la rigueur pour les Français, les attaques contre les dépenses sociales, les fanfaronnades d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, et un peu plus de guerre dans l'Union européenne. Est-ce réellement cela que nous voulons ? Parler d'économie et d'international nous ramène au CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange signé entre l'Union européenne et négocié par l'Union européenne, par la Commission européenne, pas par nous, pas par nos gouvernements, avec le Canada. C'est un traité de libre-échange particulièrement nocif et mauvais pour nos agriculteurs. Eh bien, je vous rappelle que ce CETA a été rejeté le jeudi 21 mars par une vaste majorité de sénateurs. Et il faut là rappeler le rôle joué par le Parti communiste français, puisque c'est grâce à une niche parlementaire des sénateurs communistes que a pu être mis sur la table le vote du projet de loi de ratification du CETA. Le Sénat étant une assemblée où siègent quand même des élus proches du terroir, proches des Français de la France dite périphérique, des agriculteurs, eh bien, ils savent très bien ce que leur disent les Français, et les Français ne veulent pas de cet accord de libre-échange. Rappelons en quoi consiste cet accord. Eh bien, l'exemption des barrières tarifaires et non tarifaires. Ça n'a plus de douane sur à peu près 90% des échanges entre le Canada et la France. Sachant que là, il y a un petit piège, c'est que de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y a un accord qui s'appelle l'ALENA, qui unit économiquement, dans un immense accord de libre-échange, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et que pour profiter du CETA, certaines entreprises américaines installent leur siège ou des filiales au Canada, profitant de l'avantage et des différents avantages que nous évoquons maintenant. Donc, suppression des barrières tarifaires, concurrence de tous contre tous, ça c'est le basique du libre-échange, et sachant que cet accord ne contient pas de clauses miroirs. C'est quoi les clauses miroirs ? Les clauses miroirs, c'est s'assurer dans ces accords de libre-échange où il n'y a plus de taxes douanières que quand même ceux qui importent en France, par exemple des produits alimentaires, se doivent de respecter la législation
et les normes françaises ou les normes européennes. Eh bien là, il n'y a pas de clause miroir. Donc la production des entreprises canadiennes ou américaines installées au Canada, eh bien, n'auront pas à se conformer aux réglementations qui s'imposent aux agriculteurs français ou aux agriculteurs européens. Or, il faut savoir qu'au Canada sont autorisés une quarantaine de pesticides qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne. On y utilise des farines animales et des antibiotiques à la pelle sur les animaux. Les élevages, par exemple, de saumon. On ne sait pas qu'un des problèmes de l'antibiorésistance vient du fait qu'on utilise de manière inconsidérée des antibiotiques sur des bêtes d'élevage. Et par exemple, les saumons. Parce que les saumons, quand ils sont élevés en pisciculture, dans les grandes piscines, là, ben ils sont très nombreux les uns sur les autres. Et ils ne sont pas habitués, il y a de la place normalement dans la mer et dans les fleuves pour les saumons. Mais là, ils sont collés les uns contre les autres et ils font de la gale. Là, les écailles des saumons font la gale. Alors, pour l'éviter, on verse des seaux d'antibiotiques dans leur grande bassine. Vous imaginez combien c'est bon pour la planète et l'antibiorésistance. Eh bien, pas de problème, tout ça pourra se déverser sans aucun souci dans notre pays. Pire que tout, le CETA, c'est aussi la mise en place des tribunaux d'arbitrage. On ne répétera pas assez ce que signifient les tribunaux d'arbitrage. Les tribunaux d'arbitrage, c'est la fin définitive de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre capacité à décider par nous-mêmes, par le peuple, par ses représentants, et bien de la façon dont nous voulons vivre, dont nous voulons nous organiser. En effet, dans les tribunaux d'arbitrage, où sont nommés des gens qui siègent, qui n'ont pas à être français, et pour la plupart viennent de multinationales, eh bien, ils pourront décider que telle ou telle loi nationale ne devrait pas s'appliquer car elle est une entrave au droit du commerce et au droit de faire du profit. Et selon l'accord négocié par Bruxelles, par la Commission européenne, eh bien, nous n'aurons rien à dire sur les décisions de ces tribunaux d'arbitrage. Ça veut dire que ça ne sert quasiment plus à rien d'avoir une Assemblée nationale et un Sénat. Car quand bien même nous voterions, nous ferions des élections, on s'affronterait dans les hémicycles pour obtenir telle ou telle loi, le tribunal d'arbitrage pourra dire « Votre loi est bien sympathique, mais elle entrave notre liberté de commerce, nous n'en voulons pas ». Voilà ce qu'est le CETA. D'ailleurs, après cette séquence, je vous invite à voir la petite vidéo qui résume très bien ce que c'est, et je salue Florent pour cet excellent travail. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'il y a eu là cette semaine, ces jours-ci, et en cours toujours, du gouvernement et des macronistes après ce vote du Sénat, c'est une gifle, évidemment, qui leur a été infligée par les sénateurs, et on les félicite de leur courage. Encore une fois, eh bien Macron a déploré le vote des sénateurs et a dit clairement qu'en fait, le CETA s'appliquera quand même, hein. Soyons simples, le texte repassera à l'Assemblée nationale, mais après les européennes, hein, ils vont pas le faire passer avant, c'est après les européennes pour éviter à nouveau une mauvaise situation, sauf s'il y a une niche parlementaire avant. Mais de toute façon, Valérie Hayer, qui est chef de file des macronistes pour les élections européennes, en tout cas la chef de file officielle, hein, la tête de liste pour Renew, c'est-à-dire Renaissance, a dit que de toute façon, même sans accord, même si c'est rejeté par l'Assemblée nationale, de toute façon, le CETA pourra s'appliquer.
Et puis de toute façon, il faut savoir que depuis qu'il a été signé, et malgré le fait qu'il n'ait pas été ratifié par le Parlement, 95% des mesures du traité s'appliquent déjà. Hein? Pourquoi faire de la démocratie quand on peut largement s'en passer? Ça nous permet de rappeler ce que disait Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission européenne. Ça aussi, on ne le répétera jamais assez. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Ben voilà, pas de démocratie. Donc, allez, rhabillez-vous, le CETA, ça sera quand même appliqué, et tant pis pour vous, et en particulier, tant pis pour les agriculteurs. Et puis c'est pareil dans les autres pays. À Chypre, le Parlement a voté un rejet du CETA. Le gouvernement chypriote n'a même pas notifié à ce qu'il aurait dû faire, mais il n'est pas obligé, ce qu'il aurait dû faire, il n'a pas notifié à la Commission européenne. Donc ça ne sert à rien. C'est un cirque un peu inutile, un peu vain, car la démocratie s'affaiblit et disparaît dans nos pays au profit d'une oligarchie qui s'est accaparée et qui s'accapare de plus en plus les pouvoirs au travers de ces traités européens et de ces traités de libre-échange. Néanmoins, malgré tout, ça a un petit côté village gaulois réfractaire, et cette semaine, le village gaulois réfractaire était au palais du Sénat, au Luxembourg, à Paris. Bravo les sénateurs. Allez, continuons sur les dépenses publiques, ou plutôt le n'importe quoi fait avec les dépenses publiques, le n'importe quoi des promesses macronistes, et la surcommunication de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron. Mais cette fois, on va du Sénat à Marseille. Il y fait plus beau. Bonjour aux Marseillais, ville magnifique, ville phocéenne. Eh bien, il y a eu l'opération, il y a peu, l'opération PlaceNet XXL. Qui consistait à faire une opération d'envergure contre le crime organisé, en particulier dans les quartiers nord de Marseille, donc contre les deals de drogue, avec pour objectif de traquer les cerveaux et les gros trafiquants qui sont recherchés. Une cinquantaine de gros trafiquants qui sont recherchés. Pourquoi ? Eh bien parce que le crime organisé se développe. En 2023, il y a eu 49 morts, dont 4 victimes collatérales. On pensera en particulier à cette étudiante tuée d'une balle chez elle, et puis 123 blessés. Bon, ça fait beaucoup, avec donc ce trafic qui se développe. Donc, grosse opération policière, plus de 900 policiers et gendarmes, et les douaniers pour ratisser en particulier les quartiers nord. Donc l'opération a permis l'arrestation d'une centaine de personnes, 98 au total, mais les saisies ont été finalement assez faibles, une dizaine de kilos de cannabis, c'est-à-dire pas grand-chose. Quant aux trafiquants, les gros trafiquants, eh bien le problème c'est que ils sont pas dans les quartiers nord de Marseille, ils sont à l'étranger, soit au Maghreb, beaucoup à Dubaï, voire dans d'autres pays, et il n'y a pas toujours d'accord d'extradition, ni la volonté de faire toujours appliquer les accords d'extradition. Malgré les magistrats spéciaux envoyés par le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, à Dubaï, à Sainte-Lucie, on prend ça aussi à Monaco. À Monaco, on a quelques trafiquants. À l'extradition, encore une fois, n'étant pas garantie, ils ne sont pas renvoyés en France et on ne les atteint pas, malheureusement, car seulement 2 ont été renvoyés en France sur les 5 dernières années. Donc le grand banditisme se porte très très bien et il est tout à fait en mesure d'organiser le crime à distance et parfois même depuis les prisons. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première d'Emmanuel Macron à Marseille, car on a bonne mémoire. Et en septembre 2021, Macron avait fait une autre grande visite, grande opération de communication. Il avait eu l'idée d'un plan Marseille en grand, avec un financement d'1,5 milliard à la clé par l'État. Formidable pour la relance de la ville, pour les écoles, les transports, la lutte contre la criminalité. Bon, le problème, c'est que 2 ans et demi après,
on ne sait pas trop où est l'argent. Alors très concrètement, la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes a largement mis ce plan de Marseille en grand sur le grill en montrant que pas grand-chose avait été fait, qu'il n'y a aucun cadre qui fixe clairement les objectifs, une absence complète de calendrier et même pas réellement de moyens humains affectés à ce grand projet de Marseille en grand. Et c'est là que c'est amusant. Sur le 1,5 milliard, une seule sous-préfète a été nommée pour suivre la mise en place du plan. On se pince. 2 ans et demi, 1,5 milliard, une sous-préfète pour superviser la mise en place du plan, sachant que on ne sait pas trop ce qu'est devenu ce plan. Alors, dans une ville et un pays comme le nôtre qui souffre de corruption, ça pose vraiment question. En juin dernier, en juin 2023, Emmanuel Macron a eu l'idée lumineuse de relancer d'améliorer son plan Marseille en grand en annonçant 250 millions supplémentaires sur le 1,5 milliard annoncé pour les transports. Mais bon, 8 mois après, les collectivités et les mairies attendent toujours que quelque chose sorte de ces 250 millions. Alors de deux choses l'une, où l'argent s'est envolé en fumée quelque part, bon, ce qui pose évidemment problème, soit tout simplement ça a été, et c'est toujours des effets de manchette, des annonces de communication pour se faire bien voir, en préparation des élections, cette fois-ci celles européennes qui se tiendront le 9 juin, et puis dans un contexte où il faut se serrer la ceinture, où il faut réduire les dépenses de l'État, on peut supposer qu'une large partie, en fait, de ces sommes annoncées pour la ville de Marseille, eh bien, ne sont allées dans aucune poche, elles ne sont juste pas sorties des caisses de l'État, elles ne sortiront jamais des caisses de l'État. Il faut quand même que Marseille contribue aux 3 milliards qui vont être envoyés en Ukraine. Ça serait dommage qu'ils ne puissent pas participer au combat pour les valeurs. Et en parlant de valeurs, le journal La Provence avait titré « Il est parti, nous on est toujours là » avec une image de jeunes, de dealers, pas très clair. Bon, en tout cas, le gouvernement, ça ne lui a pas beaucoup plu. Et Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, qui a acquis Altis Group, dans lequel on a BFM, a mis à pied le directeur du journal. Bon, heureusement, il y a eu une grève des journalistes en protestation et ils ont dû réintégrer le directeur du journal. Mais ça montre bien l'incidence que peut avoir le pouvoir politique sur des médias quand il les écorne légèrement. Hein. Vraiment, c'était pas un grand crime. Hein. C'est juste petite illustration pour peut-être se moquer un peu de ces effets de manchette et de cette communication présidentielle et attalienne, alors que suivi de finalement fort peu d'effets concrets sur le terrain. L'Express rapporte que Attal lui-même aurait téléphoné pour faire changer un bandeau sur BFM TV. Bon, c'est l'Express qui le dit, alors on va suivre l'Express là-dessus, mais vu le reste et l'hubris total avec lequel fonctionne ce gouvernement, ce ne serait pas étonnant qu'ils se mettent à faire comme à l'époque de l'ORTF, c'est-à-dire que le ministère de la censure pouvait appeler directement les journalistes et leur dire « Non, tu m'enlèves ça, sinon... » sinon... La sécurité réelle qui touche Marseille ne touche pas que Marseille. Si l'on se réfère aux chiffres publiés par viepublique.fr, les premiers retours de l'insécurité chiffrés de 2023, eh bien, on a une hausse de tous les indicateurs. C'est les chiffres officiels. Donc, plus 13% de tentatives d'homicide par rapport à l'année précédente, plus 5% d'homicide, plus 8% de violences sexuelles, plus 7% d'escroquerie. Alors, c'est dans ce cadre-là d'accroissement
des violences qu'il a eu la démission d'un proviseur, le proviseur du lycée Maurice Ravel de Paris. Pourquoi ? Car une étudiante en BTS dans ce lycée a raconté avoir été frappée par ce proviseur parce qu'elle refusait de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. Chose que le proviseur lui avait demandé, respectant les directives du ministère de l'Éducation et la loi française. La plainte de cet élève a été classée sans suite par le parquet de Paris. Donc on a assurément un mensonge, mais suite aux accusations de cette étudiante, eh bien, le proviseur a subi des menaces de mort. Alors, celui qui a proféré les menaces a été repéré et retrouvé. C'est un jeune homme de 26 ans qui habite dans les Hauts-de-Seine et qui sera jugé le 23 avril prochain. Le proviseur, lui, a annoncé quitter ses fonctions pour sa sécurité et celle de l'établissement, c'est-à-dire il s'est mis en retrait. Le rectorat, lui, parle de départ anticipé à la retraite pour des convenances personnelles, entre guillemets, le pas de vague à toutes les formes possibles et toutes les couleurs possibles. Donc ces convenances personnelles, c'est tout simplement un proviseur qui n'a pas envie d'être tué sur son lieu de travail, compte tenu du fait que cette affaire ressemble d'assez près à l'affaire tragique qui a fini avec la décapitation du malheureux Samuel Paty. On est un peu dans la même situation. Un professeur qui fait son travail, une dénonciation calomnieuse sur les réseaux, et puis quelqu'un qui décide de venger sa foi qu'il a jugée bafouée. Alors dans la réalité, les professeurs dénoncent, eux, un manque de soutien total du rectorat. Je cite, « On a quand même un proviseur qui doit quitter ses fonctions parce qu'il est menacé de mort, et le rectorat nous demande de ne pas faire de vagues. » Ce sont les mots des enseignants. À nouveau, un pas de vague. D'ailleurs, les réactions de certains élèves ont été affligeantes. Moi, je pense qu'il a eu tort de s'en prendre à une élève voilée. Il vaut mieux qu'il s'en aille de toute façon. Il y avait trop de choses qui circulaient sur les réseaux sociaux. Donc, une situation, une atmosphère qui est proche de celle de l'affaire Samuel Paty, et c'est le proviseur qui démissionne. Le fait est que nous considérons que la laïcité est un combat essentiel et que c'est un combat qui est de plus en plus perdu malgré toutes les déclarations qu'en a fait le gouvernement. Et nous pensons que c'est un sujet de ces élections européennes, car l'Union européenne, c'est une réunion de pays très différents qui ont des visions qui ne sont pas du tout les mêmes, mais pas du tout les mêmes que les nôtres sur la laïcité. La France est assez unique dans ce domaine. Ne parlons pas si la règle de l'unanimité est supprimée, c'est-à-dire si le droit de veto est supprimé dans le fonctionnement de l'Union européenne, il sera sûr et certain que la France sera isolée sur les questions de laïcité et qu'elle pourra se voir imposer un changement de ce qui est un de ses piliers. On rappelle que la laïcité est inscrite dans l'article 1er de la Constitution de notre pays. Il faut la défendre en France, il faut la défendre au niveau de l'Union européenne. Et je pense que sur ce sujet-là, sur cet exemple-là, ces exemples sont nombreux, mais il a été très révélateur dans la semaine passée, mais je pense qu'il faut être dur et inflexible. Absolument. La réalité, c'est qu'il faudrait sanctionner durement tous ceux qui, malgré les directives, malgré les consignes des proviseurs et des professeurs, continuent à vouloir faire du prosélytisme religieux, en l'occurrence islamiste, dans les espaces publics comme l'école. Il ne peut pas y avoir de voile, c'est interdit et ça doit être respecté. Et tous ceux qui élèvent la voix devraient être sanctionnés. Eux, leurs familles, et si ça ne convient pas, la France n'est pas le bon pays où vivre. Si votre foi est principale, que vous soyez musulman, chrétien ou juif, si vous considérez que les lois de vos livres saints sont premières par rapport aux règles de la République, vous n'avez pas de place dans ce pays. Ce pays est un pays laïque. Chacun est libre d'avoir sa foi, d'avoir ses lieux de culte, de pratiquer sa religion comme il le souhaite, dans l'espace privé, pas dans l'espace public. Le catholicisme politique a été contraint, le judaïsme a été contraint en France.
il n'y a aucune raison que l'islam politique ne soit pas contraint en France, pas plus que les évangéliques qui, eux aussi, pèsent de plus en plus sur la laïcité à la française. Dans la même période où est survenu cet événement au lycée Maurice Ravel de Paris, il y a eu plus de 130 menaces d'attentats dans les lycées, et écoles et collèges en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans la région Grand Est, via les ENT, les espaces numériques de travail, donc tous les systèmes de communication entre enseignants, élèves, parents, qui sont régulièrement la cible de piratage. Mais là, l'ampleur est massive au point où le gouvernement va devoir les fermer pour tenter d'agir. Alors, c'est assez amusant parce que le gouvernement a mis en place un système qui ne respecte pas réellement les règles RGPD ni la CNIL et qui pourtant exige des entreprises de manière très très dure que des règles de sécurité soient respectées. Le minimum, c'est que le gouvernement le fasse pour ses propres systèmes numériques. C'est très très bien d'insister sur la sécurité, et d'ailleurs, elle n'est pas assez bien pensée. La cybersécurité est un vrai problème pour nos entreprises qui ne se rendent pas toujours compte de la menace, mais c'est tout à fait étonnant que le gouvernement ne le mette pas en œuvre lui-même. Ceci étant dit, du 20 au 21 mars, ce sont les élèves de 74 lycées d'Île-de-France qui recevaient ce message. Demain, jeudi 21 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier vers 11h, 15h, et je décapiterai tous vos corps de koufars pour servir Allah le Tout-Puissant qui règne sur le monde. Bon. Le mail mentionnait l'État islamique et il y avait une vidéo tout à fait ignoble qui accompagnait ces messages. Le 22 mars, c'était des menaces d'alerte à la bombe, mais sans vidéo. Qui ont visé 22 lycées de Seine-et-Marne, avec des messages du type « Sachez qu'on viendra avec des armes blanches, on aura des explosifs avec nous », et ainsi de suite, et beaucoup d'autres joyeusetés de ce genre. Bon, évidemment, ça crée un climat de tension, une panique chez les élèves, chez les parents. Il y a des lycées, notamment en Alsace, qui ont été évacués, fort logiquement. Le personnel de l'Éducation nationale fait son travail dans ces moments-là. Et puis, ça a provoqué évidemment énormément d'absence d'élèves qui avaient peur ou dont les parents avaient peur. Donc on a les enquêtes sont à mener, mais apparemment beaucoup de ces attaques ont été faites visiblement par des très très mauvais plaisantins non musulmans, voire anti-musulmans. Il semble que il soit possible que dans cette affaire, cette fois-ci, ce soit des suprémacistes blancs. Alors de la même manière qu'il faut défendre la laïcité et empêcher l'islam politique, comme les autres religions, d'imposer leur vue dans l'espace public et la politique en France, il est parfaitement inacceptable que nous ayons des racistes et des suprémacistes qui instrumentalisent les musulmans en les faisant passer tous pour des criminels en envoyant ce genre de messages. Et bien évidemment, encore une fois, d'abord, le gouvernement doit nettoyer ses outils numériques. On ne peut pas laisser un chaos s'installer comme ça en faisant les choses de travers. Tiens, entre deux sujets, un petit clin d'œil sur ce qu'est la Macronie. C'est tout à fait amusant. Peut-être vous ne connaissez pas Sylvain Faure. Sylvain Faure, c'est un ancien conseiller communication et discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Avant, il a été directeur général de Pinot Collection. Eh bien, il vient d'être nommé directeur général de la commission des musées du ministère saoudien de la culture. Un très très bel exemple d'entre-soi de la Macronie. Les événements sont très nombreux et la période récente a montré une nouvelle atteinte à la nation française. C'est le projet de révision constitutionnelle pour la Corse. C'est une catastrophe pour notre République indivisible. Je le rappelle, premier article de notre Constitution. La France est une République indivisible. Visiblement, suivant les consignes de la Commission européenne, qui avait déjà été suivie par François Hollande, qui a créé les grandes régions, l'objectif est de s'aborder le concept même de la nation française, et Emmanuel Macron s'y emploie d'une manière très ailée.
Il s'agit de l'aboutissement de ce qu'on appelle le processus de Beauvau, c'est-à-dire la négociation engagée il y a 2 ans par Gérard Darmanin avec les forces politiques corses, au premier rang desquelles on trouve Gilles Simeoni. Alors il s'agit d'une écriture constitutionnelle qui prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République et qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité, sa position dans la Méditerranée, sa communauté historique, sa langue, sa culture et son développement spécifique et en particulier son lien singulier à la terre. Il s'ensuivrait que l'Assemblée de Corse pourrait fixer dorénavant ses propres lois dès lors qu'elles ne sont pas désapprouvées par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Mais néanmoins, nous aurions des lois différenciées, in fine, sur des territoires différents de notre pays. C'est d'ailleurs comme ça avec les autonomies que commencent les indépendantismes. Bien évidemment, certains en Corse le voient comme une étape vers l'indépendance de la Corse. Alors, ce texte de révision constitutionnelle doit être accepté en même temps par les 2 chambres, par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant d'être soumis au Congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui est prévue l'automne prochain sur ce sujet, donc réunion du Congrès. Donc qui dit réunion du Congrès dit Versailles, comme cela a été récemment le cas pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Bon, bien évidemment, ce projet bafoue totalement l'article 1 de la Constitution française qui considère qu'il y a une indivisibilité de la République et une égalité de tous les citoyens. Ce serait la fin de l'article 1er de notre Constitution. Bien évidemment, cela pose un énorme problème. Et puis, rien ne justifie l'octroi d'un statut particulier à la Corse. Car les Normands n'ont-ils pas un rapport spécifique à leur terre ? Il me semble que oui, connaissant les Normands. Les Basques n'ont-ils pas une histoire, une langue, une culture spécifique ? Il me semble que oui. Les Bretons, les Alsaciens, les Occitans, enfin, tout le monde a un rapport spécifique à sa terre et la culture de la Picardie n'est pas exactement la même que celle qu'on trouve dans les Pyrénées-Orientales. Alors bien sûr, nous sommes tous français, beaucoup de choses nous unissent, mais nous avons des différences, un peu linguistiques parfois, très fortement linguistiques. Nous avons des différences culinaires, nous avons des différences d'être au monde. Si on rentre par là, eh bien, il se passe ce qu'il s'est passé déjà. Les Bretons ont dit, si les Corses ont un statut d'autonomie, pourquoi diable n'en aurions-nous pas ? Les Alsaciens ont immédiatement réagi en disant nous aussi, nous sommes particuliers, nous avons une histoire particulière, une langue particulière. Pourquoi n'aurions-nous pas un statut particulier ? Il s'ensuit fort logiquement qu'il s'agit réellement d'un élément fort du processus de destruction de la nation française, voulu par Emmanuel Macron. Car encore une fois, pour bâtir la souveraineté européenne, qui est son objectif principal déclaré depuis qu'il est président de la République, il faut casser la nation française par tous les moyens possibles et imaginables. Là, il a trouvé un levier quand même assez puissant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique en Corse et que les Corses ne souffrent pas de problèmes spécifiques. Et on les comprend très très bien. Mais une bonne partie de leurs problèmes sont en fait communs aux problèmes rencontrés par les Français dans d'autres régions de France. Je pense spécifiquement au déficit d'emploi. Ah oui, il y a un grave déficit d'emploi, en particulier des jeunes en Corse. C'est inadmissible. Mais pas que là. À Lens, par exemple, dans le nord de la France, dans l'est de la France, dans d'autres régions de France, il y a un déficit d'emploi et une difficulté d'accès pour les jeunes à des emplois non précaires. Il y a des problèmes de désindustrialisation en Corse. Oui, le même problème ailleurs. Les Corses se plaignent d'un accès difficile à la propriété, en particulier pour les classes moyennes et les jeunes. Oui. D'autant plus que cette terre étant magnifique, il faut le reconnaître, beaucoup de gens qui ont de l'argent veulent s'y installer et s'acheter des propriétés. Un peu comme en Bretagne, puisqu'on a maintenant ce que Christophe Guilluy a appelé le mur de l'Atlantique, en référence au mur de l'Atlantique construit par les Allemands contre un débarquement des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois-ci, c'est un mur de l'Atlantique social. Ce sont les riches de Paris, qui parfois sont d'anciens provinciaux, qui viennent en Bretagne, s'achètent des maisons sur le littoral, et rendant le littoral
totalement inaccessible aux classes moyennes de Bretagne, et en particulier aux jeunes. Les Corses se plaignent d'un service public défaillant et de défaut d'accès à la santé. Oui, comme ailleurs en France. Car ils sabordent les services publics et ils sabordent la santé dans notre pays. Le fait de se retrouver indépendant ou autonome avec son insularité ne résoudra pas ces problèmes. D'ailleurs, quand on regarde les indépendantistes, par exemple catalans, ce sont de drôles d'indépendantistes. Ils veulent être indépendants et combatifs dans cet objectif indépendant de Madrid, mais pour tout de suite être un État catalan indépendant dans le cadre de l'Union européenne, ce qui est délirant. La sujétion à Bruxelles est bien plus importante qu'à Madrid. Donc ça serait une forme d'indépendance tout à fait étonnante. Aucune indépendance, à part une maximisation du pouvoir de quelques élites corses sur leur territoire. Donc il est bien évident qu'il faut résoudre les problèmes que traversent les Corses. Mais encore une fois, comme ceux traversés par tout un tas de Français dans d'autres régions. Nous avons déjà écrit et parlé de ce problème concernant la Corse. Il faudrait que le logement, le logement sur place, soit d'abord prioritaire pour les résidents locaux. Et il n'y a pas besoin d'autonomie de la Corse, ni de la Bretagne, ni de l'Alsace, pour réaliser ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'autonomie de la Corse pour avoir de meilleurs accès aux soins. Au contraire, c'est tous unis que nous pourrons changer ces politiques qui sabordent nos services publics, nos écoles et notre santé. Allez, la Corse, c'est la France, comme la Bretagne, c'est la France, comme le Pays Basque, comme la Catalogne, comme l'Alsace. Nous sommes français, nous avons une histoire complexe, riche. Nous sommes l'association de cultures différentes, tant latines que germaniques que celtes. Nous avons une très belle histoire, un très beau pays. Ça serait vraiment malheureux de le saborder et nous y opposerons de toutes nos forces. Et enfin, et pour clore ce fil d'actualité, nous est venue une information que réellement la Russie semble très 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 loin d'être sur les genoux. Alors on a vu qu'avec les politiques antisociales de ce gouvernement, Bruno Le Maire, c'est surtout les Français qui va définitivement réussir à mettre sur les genoux. Et l'information, c'est que la Russie est le premier exportateur de centrales nucléaires du monde, et de loin. Malheureusement pour nous, Français, qui étions leaders dans le domaine. Je ne rentrerai pas dans les détails du fonctionnement de Rosatom par rapport à l'État russe, mais il faut avoir en tête que s'il y a quelque chose qui est le pilier principal peut-être du pouvoir du Kremlin, qui est quelque chose de très très bien organisé pour assurer la puissance de la Russie, c'est l'entreprise Rosatom. Et bien plus que celle qui s'occupe des hydrocarbures. Rosatom, pour la Russie, c'est l'avenir, car ils l'ont envisagé comme l'avenir. Ils savent très bien que les hydrocarbures sur lesquels ils sont assis, qui leur confèrent une puissance colossale, ce sont parmi les premiers producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole, mais que cette manne n'est pas éternelle et qu'il faut la remplacer, qu'il faut être souverain, continuer à être souverain en énergie, et ils ont décidé d'investir dans le nucléaire, en particulier au travers de cette entreprise d'État, Rosatom. Rosatom qui s'est très largement développé malgré les embargos de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Enfin, embargo pas tout à fait, puisque les États-Unis, parfaitement cyniques et pragmatiques, ont retiré de toutes les sanctions ce qui leur était utile. Alors, les États-Unis continuent d'acheter pour $1 milliard par an, au moins $1 milliard par an, de l'uranium de Russie, car la Russie est un des gros producteurs d'uranium, de la même manière qu'ils le font avec l'engrais. Il n'y a pas de sanctions sur l'engrais ou sur l'uranium, car les États-Unis veulent en acheter. Bon. Il n'y a que les Européens de Bruxelles qui sont complètement stupides à saborder leur économie en sanctionnant y compris ceux qui ne leur profitent pas. Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, Rosatom a lancé la construction de plusieurs réacteurs en Égypte, en Chine, en Turquie, et on parle même de la construction, l'accord préalable a été signé d'une centrale nucléaire au Burkina Faso.
Tout cela s'ajoute à celles qui sont déjà en cours de fabrication en Inde, au Bangladesh, au Pakistan. On voit bien que là, la Russie privilégie ses alliés dans les différentes organisations auxquelles elle participe, donc l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ou dans les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et que cette centrale nucléaire, cette capacité à construire des centrales nucléaires, est un levier géopolitique puissant pour la Russie, qui fait que bien des États sont déjà embarrassés à sanctionner ou à dire quelque chose de mauvais contre la Russie, vu sa puissance économique, en particulier sur toute une série de ressources vitales. Mais en plus, si la Russie a le nucléaire comme corde à son arc, ça lui confère un avantage supplémentaire dans la compétition géopolitique internationale. Donc, au total, Rosatom est en train de construire 19 centrales nucléaires dans le monde. 19. C'est vraiment colossal. Alors que EDF, qui est le deuxième exportateur mondial, n'est en train d'en construire que 2 en Grande-Bretagne. Alors pourquoi cet écart ? Eh bien parce que les Russes proposent une technologie très performante et en plus à des prix défiant toute concurrence et à des conditions de financement très très avantageuses pour les pays qui achètent. Donc on voit encore une fois que peut-être la Russie sacrifie une partie des bénéfices qu'elle pourrait tirer de la vente de ces centrales pour assujettir un peu plus certains États en leur proposant cette technologie. Car outre la livraison de centrales, la Russie, elle, dispose aussi du principal service de conversion de l'uranium avec 40% de l'enrichissement mondial d'uranium. 40%. Bien évidemment, c'est un acteur central du secteur. Et cerise sur le gâteau, on s'accroche. La Russie, en coopération avec la Chine, ont pour ambition de construire une centrale nucléaire sur la Lune à l'horizon 2033-2035, c'est-à-dire d'ici 10 ans. On verra s'ils y parviennent, mais ce serait l'alimentation pour une station lunaire scientifique internationale. Bien évidemment, si ce projet aboutissait, ce serait une domination très forte de la Russie dans ce secteur et une affirmation, y compris spatiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Russie est performante dans ce domaine. Eh bien, la Russie est performante dans ce domaine parce qu'elle n'a jamais cessé de construire des centrales nucléaires. Elle n'a jamais sabordé sa filière nucléaire. Elle n'a jamais sacrifié donc ses compétences. Au contraire, elle les a développées. Plus d'ingénieurs, plus de techniciens hautement qualifiés, plus de spécialistes dans cette filière qui s'est fortement développée depuis maintenant 25 ans. Contrairement à Suez mon regard à la France. Et oui. Sous Jospin, c'est Superphénix qui a été arrêté. Si ça n'avait pas été fait, nous aurions une technologie unique et d'avance, largement en avance sur tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est sous François Hollande, les négociations, d'ailleurs comme ça a été sous Jospin, avec les Verts, les soi-disant écologistes, pour sacrifier Fessenheim. Que fermera Emmanuel Macron ? À la place, on a dû ouvrir des centrales au charbon. Bon, on appréciera le geste pour la planète, ça, c'est la même ineptie que ce qui s'est passé en Allemagne, sous la pression, là-bas encore, des Verts. Et j'insiste, car c'est très intéressant géopolitiquement. Donc, sous la pression d'accords électoraux, a été sacrifié le développement futur d'une technologie qui nous assurait la première place dans le monde dans ce domaine, et une souveraineté, pas totale, mais très 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 avancée en termes d'énergie, sacrifiée sur des accords électoraux avec des gens qui, soi-disant, veulent sauver la planète, le climat, alors même que le GIEC a développé l'idée que le nucléaire est une des manières sérieuses pour décarboner l'économie. Et oui, car la production nucléaire produit une énergie qui est
sûrement la plus décarbonée. C'est tout à fait amusant parce que les Verts sont en même temps ceux qui sont parmi les plus belliqueux et les plus combatifs en Europe. Alors, en même temps, ils défendent une Europe de la paix. Bon, on reviendra sur cet oxymore, mais ils sont les plus belliqueux envers la Russie. Alors, on ne comprend pas très bien leur logique, ni soit ils sont totalement stupides, soit ils servent secrètement les intérêts de la Russie. Car tout ce qu'ils ont obtenu politiquement, c'est de s'aborder notre avantage comparatif dans le nucléaire et de détruire le nucléaire en Allemagne au profit du nucléaire russe. Franchement, pour des gens qui n'aiment pas les Russes, c'est bien, bravo, beau travail. Quant à Emmanuel Macron, il a lui aussi sacrifié encore plus en supprimant le projet Astrid, c'est-à-dire les recherches sur les réacteurs nucléaires de 4e génération. Encore une fois, tant pis pour nous, au Kremlin, ils doivent se dire merci ELV, merci Macron. Alors, le nucléaire aujourd'hui a le nouveau le vent en poupe dans le monde, au niveau mondial. Malgré cela, l'Union européenne continue à s'aborder EDF. L'Allemagne ne veut pas que la France ait un avantage comparatif sur le nucléaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Et compte tenu de la situation géopolitique internationale et de la difficulté sur le marché des hydrocarbures, il est de la survie de notre nation nécessaire de désobéir totalement, quitte à détruire cette Union européenne s'il continue à aller dans cette voie absurde et suicidaire pour notre pays. Nous avons beaucoup perdu en compétences industrielles dans ce domaine, nous avons perdu beaucoup de spécialistes, mais rien n'est irrémédiable. Pour ceux qui veulent vraiment donner à la France une souveraineté énergétique, pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'avenir et le destin futur de cette nation, et pour ceux qui sont aussi intéressés à la décarbonation de la production d'énergie, eh bien, nous pouvons encore nous en sortir et redevenir un des leaders mondiaux du nucléaire. Et pourquoi pas dépasser les Russes. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez aimé ce que nous avons fait, que cela vous a intéressé. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, likez, commentez, c'est très important, on a besoin de vos retours pour améliorer ce que l'on fait. Partagez cette vidéo, c'est très précieux. Si vous en avez la possibilité, n'oubliez pas que vous avez un lien en bas de cette vidéo pour faire un don. Je vous en remercie par avance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant cela, il y aura une émission spéciale historique pour revenir sur 3 événements importants qui expliquent la situation où nous nous trouvons actuellement. C'est la guerre de Crimée de 1953-1956, la guerre et le bombardement de la Yougoslavie en 1999, qui a été une rupture totale avec le cadre international, légal, et nous reviendrons sur la ratification le 25 mars 1957 du traité de Rome, qui a été une des premières étapes sur la construction de cette Union européenne-là que nous ne voulons plus. À très bientôt. Merci à vous.